Bonsoir, merci d'assister à ce live Studirama TV en présence de Franck Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Audentia, du groupe Audentia. Qu'est-ce que le groupe Audentia? Ça, c'est une institution d'enseignement supérieur et de recherche et on pourrait déjà s'arrêter là, puisque nos deux métiers de départ, c'est enseigner, donc transmettre des savoirs, mais c'est aussi faire émerger des savoirs, donc la recherche, qui occupe une place importante dans chacune des 3 écoles du groupe. Alors dans la principale école, bien sûr, qui est Audentia, qui donne son nom au groupe, Audentia Nantes École de Management, qui porte elle-même 17 programmes, et parmi ces 17 programmes, le programme Grande École, qui est le principal programme de l'école. Et puis 2 autres écoles de taille plus petite. L'une qui est le bachelor d'Audentia, qui est l'école atlantique de commerce, que nous promouvons sous ce nom d'école atlantique de commerce, mais qui est bien le bachelor d'Audentia. La 3e école est déjà un signal donné à cette orientation vers l'hybridation des compétences que nous développons, puisque c'est une école de communication et de médias qui s'appelle Sciencescom, et qui est une école nantaise qui a fêté son 30e anniversaire cette année. L'hybridation des compétences, c'est un sujet qui vous est cher, mais vous dites aussi que l'école de management est morte. Vive l'école de management. Oui, comment traduisez-vous? Oui, c'est une façon un peu rapide de dire que je pense qu'un certain nombre des problèmes contemporains que le monde rencontre peuvent trouver une solution dans le management. En ce sens, je pense qu'il n'y a pas d'épuisement du management comme lieu de solution d'un monde qui, par bien des aspects, pourrait aller mieux qu'il ne va. Cela étant, il faut que ce management-là se renouvelle, se ressource, se réinvente. Et pour ce faire, il faut qu'il soit encore plus qu'il n'a été jusqu'à présent poreux, c'est-à-dire perméable aux autres champs du savoir. Et donc, il s'hybride et qu'il se nourrisse d'ingénierie, qu'il se nourrisse de créativité, d'architecture, de design, que sais-je, d'autres disciplines, afin que, ressourcé de cette sorte, non seulement il alimente ces autres champs du savoir, mais que lui-même se transforme pour apporter des solutions nouvelles aux entreprises. La focalisation derrière l'hybridation, si l'on veut faire très court, c'est l'innovation. Comment inventer les nouveaux business models, comment inspirer ceux qui vont les créer demain, ces créateurs d'entreprises ou ces entreprenants au sein d'entreprises existantes qui vont devoir réinventer le monde économique, peut-être le monde dans son entier, en tout cas être mieux en adéquation avec une société qui, on le voit bien, se cherche dans une crise qui est économique, mais qui n'est pas qu'économique, qui est sociale, qui est sans doute humaine et planétaire. Donc, alors une école n'est pas forcément, ne distille pas simplement des savoirs, mais c'est un ensemble de beaucoup de choses. Oui. Vous aimez la notion de partage, la notion d'expérience surtout? Une école, c'est un collectif, ce sont des communautés. Alors des communautés bien sûr d'étudiants, mais des communautés de diplômés, des communautés de professeurs, des communautés de collaborateurs, de partenaires. Et à Audentia, nous développons de façon très affirmée ce que nous appelons une école co-créée. Une école où chacune des parties prenantes, quel que soit leur rôle traditionnel dans l'établissement, est amenée à prendre part à l'ensemble des débats et à imaginer, à inventer l'école. Alors si on prend par exemple quelques exemples, il y a 3 ans, nous avons mis en place une opération très audacieuse et qui, à mon sens, est encore restée inédite dans le monde des écoles de management. Ça s'appelait Dreaming Audentia, c'est-à-dire demander à des étudiants nouveaux entrants dans l'école, des étudiants du programme Grande École, un certain nombre de diplômés aussi, de formuler des rêves. Et l'engagement de l'établissement était de dire ces rêves, nous les mettrons en œuvre au fur et à mesure des années qui seront celles de votre scolarité. Ensuite, ça a été Audentia Talent l'année d'après, et puis cette année Draft and Craft. Mais à chaque fois, l'idée est bien celle-ci, que ceux qui seront les partenaires, les étudiants ou qui seront demain nos diplômés aient leur mot à dire dans le fonctionnement de la maison. Et bien évidemment, ça va avoir sa traduction dans la gouvernance même de l'établissement. Je suis très fier d'avoir pu permettre que désormais un étudiant siège et soit administrateur de l'établissement, ce qui est très nouveau pour nous dans notre culture. Ça se fait ailleurs, dans d'autres établissements, normalement plus publics, les universités, les écoles d'ingénieurs publics par exemple. Pour Audentia, c'est très nouveau. Donc je peux dire que, puisqu'il y a 18 membres dans le conseil d'administration, un 18e de mes patrons, c'est un étudiant du programme Grande École, et pour moi c'est une grande fierté. Alors justement, vous avez parlé d'école d'ingénieurs. Il y a eu donc cette alliance avec une école d'ingénieurs. Beaucoup de questions sont arrivées pour vous sur ce sujet. En 2 mots, l'alliance, revenons un petit peu à la genèse, il y a maintenant 2 ans, 3 ans.
La genèse, en fait, elle remonte à plus loin en arrière parce que le partenariat, le pas de deux entre l'école centrale de Nantes et Audencia, il est ancien. Depuis peut-être une dizaine d'années, les deux écoles travaillent ensemble, se parlent, ont progressivement construit des parcours d'ingénierie et de management et d'ingénierie, des parcours qui pouvaient être double diplômants, c'est-à-dire permettant à un élève ingénieur d'acquérir le diplôme de l'école de management, mais réciproquement à l'élève en management d'acquérir le diplôme de l'école centrale. Ce partenariat, il s'exprime aussi dans d'autres programmes, des masters spécialisés, je ne développe pas. L'idée, quelle est-elle? Elle est de dire là aussi que les solutions nouvelles que l'on doit trouver dans les organisations, dans les entreprises, elles doivent venir du croisement, de la fertilisation, de l'interfaçage de domaines de savoir. Et que c'est en mettant ensemble un manager et autre chose, en l'occurrence un ingénieur, que l'on a plus de chances de voir émerger des solutions innovantes. Alors, avec l'école centrale qui est physiquement notre voisin immédiat, cette idée est partagée, c'est-à-dire qu'eux aussi sont convaincus. Vous êtes sur le même campus. On est sur le même campus, l'école de management est en face, physiquement et précisément en face de l'école d'ingénieurs, de l'école centrale. Et eux partagent cette idée que le management aussi que l'ingénierie aussi doit se nourrir de management, se nourrir aussi de communication, et ils sont très intéressés par tout ce qu'on fait au sein de notre école de communication également. Et donc progressivement, nous avons déployé toute une palette de parcours, toute une palette de programmes, de la formation initiale, de la formation continue bien sûr, en France et à l'international, mais aussi des programmes de recherche qui marient ingénierie et management. Et puis on s'est dit, pour mieux répondre aux enjeux contemporains, il faut que nous exprimions encore plus fort, on va dire, la création, l'architecture, la créativité, c'est-à-dire la science des formes, la science de l'habitat. Il faut savoir que 85 à 90% des activités humaines dans le monde sont des activités urbaines. L'entrepreneuriat, c'est un phénomène urbain. Le big data, c'est un phénomène urbain. Enfin, je pourrais prendre tous les sujets les plus en pointe, on se verra qu'ils ont une traduction urbaine, en tout cas que leurs solutions ou les problèmes nouveaux qui sont à traiter sont urbains. Donc le mariage avec l'école d'architecture nous a semblé très porteur de sens également, et c'est ainsi que l'école d'architecture nous a rejoints l'année dernière, et désormais cette alliance A2 devient une alliance A3. Là aussi la démarche est la même, tout ce que nous avons su construire avec l'école d'ingénierie, nous le construisons avec l'école d'architecture. Et nous passons, alors là ça va être un peu technique, mais nous passons de ce que l'on appelle de l'hybridation séquentielle. Je me forme d'abord dans un domaine, par exemple l'ingénierie, et puis je vais acquérir des savoirs, des compétences en management, donc c'est séquentiel l'un après l'autre. Nous montons désormais des modèles intégrés, où dans le même parcours, un étudiant fait à la fois de l'ingénierie et du management. Et de plus en plus, nos parcours sont intégrés. Nous sommes en train de faire la même démarche avec l'école d'architecture. C'est un secret pour personne que les métiers de l'architecture sont en profonde transformation. Ce n'est pas un secteur qui est en soi florissant. Et ils viennent eux aussi ressourcer leur métier, leur savoir-faire, la réinvention de la ville, la réinvention de l'habitat, avec toutes les problématiques, par exemple de vieillissement, de sécurité qui sont posées. Eh bien, on travaille avec eux et avec les ingénieurs sur des problématiques de cette nature. Donc vous avez largement dépassé le concept de double compétence, de triple compétence. On est bien au-delà de ce concept qui est plutôt en vogue d'ailleurs. Oui, alors la compétence, elle est à Audencia très familière. C'est-à-dire notre démarche, toute notre pédagogie est ancrée sur la compétence. Le chef-d'œuvre, si je puis dire, des étudiants, l'épreuve ultime qu'ils ont à soutenir avant de quitter l'école, s'appelle le portefeuille des compétences. Et donc c'est la démonstration de l'acquisition des compétences qu'ils ont pu faire pendant leur parcours de formation stricto sensu, mais aussi lorsqu'ils étaient en entreprise pendant leurs différentes périodes de stage, mais encore lorsqu'ils ont pu exprimer leur talent dans le cadre de la vie associative ou de toute autre activité. Et ceux-ci doivent non seulement le présenter, mais exercer dessus une démarche réflexive. Et c'est bien parce qu'on a cet fort ancrage dans la démarche compétence qu'on a pu assez rapidement ouvrir le champ de ces compétences à d'autres domaines du savoir. Et donc actualiser des savoirs, c'est-à-dire rendre opérationnel des savoirs dans un contexte donné. Et c'est là notre définition et notre approche de la compétence. Vous avez répondu à une question des internautes qui vous demandent pourquoi des architectes managers. Mais là, il y a beaucoup de questions qui vous demandent si c'est une fusion A2, A3, s'il y a fusion. Et si vous prévoyez des cursus communs de Maya, par exemple. Des cursus communs de
manifestement avec Centrale et Audencia, vous a apporté la preuve que oui, Oui. Des cursus communs. Oui, absolument. Alors, des cursus communs, ça, absolument, c'est la démarche même, même si notre alliance ne se résume pas à la seule formation, puisque j'indiquais qu'elle implique bien d'autres aspects à l'international, dans la recherche, etc. Cela étant, oui, bien sûr, nous sommes une école et une grande part de notre activité consiste à délivrer des formations et des diplômes, donc c'est bien au cœur de la démarche. Est-ce que c'est une fusion? À ce stade, c'est une alliance. Le parti pris qui est le nôtre, il est très pragmatique. Nous avons une école d'ingénieurs publique qui relève du ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons une école d'architecture publique aussi qui relève du ministère de la Culture. Et nous avons une école indépendante qui a une proximité avec une chambre de commerce et d'industrie. Si nous avions raisonné fusion, c'est-à-dire structure, immédiatement, nous allions devant un problème difficile, c'est-à-dire qui décide de quoi, quelle est la structure qui va nous organiser, nous chapeauter, quelle est la gouvernance, des problèmes insolubles qui nous auraient fait perdre énormément de temps. Donc nous avons parlé projet et non pas structure. Et nous avançons par les projets. Projet dans la recherche, projet dans la formation, projet dans l'accompagnement des entreprises, projet à l'international. In fine, vers quoi nous allons? Vers une convergence forte, oui. Vers la réunion de nos 3 établissements dans une entité juridique, c'est déjà fait, puisque nous avons une personnalité morale commune à 3, que je préside. Est-ce que nous irons plus loin demain? Oui, certainement, mais nous irons au rythme de la progression des projets. Et les discussions, vous l'imaginez, avec les 3 tutelles, si je peux m'exprimer ainsi, que je viens d'évoquer, sont fortement avancées. Tout ça s'inscrit en parfaite, comment dirais-je, parallélisme avec la recomposition en cours du paysage de l'enseignement supérieur français. La mise en place des communes, le développement d'établissements de plus grande taille, bref, tout ceci participe de ce mouvement-là. Ce qui nous semble, parce que derrière votre question des fusions, peut-être de celle de l'internaute, il y a même Louis qui vous le demande, et il demande ce qu'ont en commun une école d'ingénieur et de management. Vous y avez répondu, mais il y a une autre question sur les fusions. Il y a même une question sur... Étienne vous demande s'il est envisageable qu'Audencia se rapproche d'autres écoles de commerce. Et si pensez-vous que le modèle des fusions de type Kedge soit le bon modèle? Je crois que ce qu'il y a d'important, en tout cas c'est la démarche qui m'anime, il n'y a pas de modèle. Il y a des stratégies adaptées à des contextes, à des histoires, à des ambitions. Faire modèle serait prétentieux. Je m'élève toujours un peu fortement contre les modèles qui sont successivement évoqués par tel ou tel spécialiste. Alors un jour c'est la fusion, le lendemain c'est le campus à l'international, le jour d'après il faut qu'on soit tous universitaires, le jour d'après c'est les MOOC ou la mort. Pourquoi pas? Il se trouve que la réponse est peut-être dans la façon dont vous composez un mix stratégique avec ces différents éléments. Pour notre part, nous ne voyons pas très bien ce que nous apporterait une fusion avec une autre école de management française située à quelques centaines de kilomètres de nous. Nous ne voyons pas la valeur créée, ni les solutions nouvelles. En revanche, encore une fois, travailler avec des gens différents de ce que nous sommes, apprendre à parler ingénierie, apprendre le langage de l'ingénieur, apprendre le langage de l'architecte, arriver ensemble à faire des projets nouveaux, il me semble qu'on est plus en réponse aux enjeux contemporains. L'obsession, elle n'est pas d'être le plus gros, l'obsession, elle est d'être différent et d'être le meilleur demain. Alors on a des exemples qui sont plus internationaux que nationaux, donc la fusion pour Audencia, non. Mais derrière la question d'Étienne, je crois, il y a un point important, c'est qu'il ne faut pas pour autant s'interdire de travailler avec d'autres business schools. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois profondément. Nous pouvons coopérer tout en étant en compétition. C'est ce qu'on appelle la coopétition. Et ça se fait dans à peu près tous les domaines. Parfois, les écoles de management peuvent avoir une certaine répugnance à le faire. Je crois qu'il faut que ce soit assez admis. Et dans un certain nombre de domaines, nous coopérons, par exemple, en matière de recrutement international. Nous recrutons dans ce qu'on appelle le SAI, avec HEC, avec le SCP, avec d'autres très bonnes écoles. Dans d'autres domaines... Le SAI, c'est le recrutement des étudiants étrangers. Absolument. Dans d'autres domaines, nous travaillons, par exemple, sur la formation doctorale avec Toulouse Business School. Dans d'autres domaines, nous travaillons avec une grande diversité d'écoles. Certaines institutions le font avec plus d'aisance que nous, sans doute. Donc voilà un point sur lequel nous pouvons certainement développer. Donc ça n'est pas une fusion, mais c'est ce que j'appelle la coopétition, et c'est très sain. Faire en sorte d'échanger de bonnes pratiques, de benchmarker au plus près de l'autre,
afin d'être soi-même plus performant. C'est la démarche qui nous anime à Audencia. Alors, l'hybridation des compétences se traduit effectivement dans le parcours ingénieur-manager, mais elle se traduit un peu partout, à l'international, dans la formation continue, qui est un volet important du groupe Audencia. Elle se traduit dans d'autres doubles diplômes. Vous parliez de Senscom tout à l'heure, mais il y en a d'autres. Elle se traduit aussi au niveau de la RSE, on y reviendra. Donc l'hybridation notamment des compétences à l'international, par exemple, vous avez développé des partenariats forts en la matière. Oui, je crois qu'à partir du moment où vous avez choisi un axe stratégique et qu'il faut vous y tenir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la conviction est partagée par l'ensemble des acteurs à Audencia que le management est une des clés des problèmes contemporains, mais que ce management, pour ce faire, pour y parvenir, doit s'alimenter à d'autres sources de savoir et se renouveler, si vous êtes persuadé que c'est la bonne démarche, eh bien vous la déclinez non seulement à l'échelle du territoire, et ça c'est l'alliance avec l'école centrale et l'école d'architecture, mais vous l'exportez, si je puis dire, vous l'exprimez sur d'autres terrains, notamment des terrains internationaux. Nous venons d'ouvrir un campus en Chine, sur un modèle coopératif, avec une grande université chinoise, qui est une université technologique. Nous n'avons pas choisi un partenaire qui est une école de management à titre principal, nous avons choisi volontairement une université, le Beijing Institute of Technology, le BIT, qui est une des grandes universités chinoises dans le domaine de la technologie. Ça, c'est une chose en Italie d'ailleurs, avec le Politecnico. En Italie, c'est le Politecnico de Milano, qui est notre partenaire ancien, avec qui nous développons un certain nombre de programmes dans les achats, la supply chain, mais aussi sur ingénierie et management, puisque le Politecnico a une démarche parallèle à la nôtre de défricher ces champs nouveaux de l'hybridation. On pourrait évoquer en Roumanie, et c'est plus récent, la Politecnica, qui là aussi est une grande université avec une forte culture d'ingénierie, qui nous va bien, puisque j'allais dire que notre expérience acquise avec les ingénieurs de centrale nous permet de savoir parler à des ingénieurs, de savoir les comprendre, d'être compris d'eux, et de très vite arriver à des solutions. Vous évoquiez la formation continue, ce que l'on fait en formant par exemple des managers ou des ingénieurs russes à l'ingénierie et au management, nous vient de cette expertise développée en France et que nous pouvons offrir sur des terrains internationaux. Donc oui, bien sûr, une fois que l'on a une ligne stratégique, il faut s'y tenir avec force et cohérence, et dans tous les segments d'activité de la maison, y compris la recherche, la formation continue et la formation initiale. Y compris dans les filières artistiques, avec le Louvre, oui. Avec Sciences Po, vous avez un ensemble de doubles diplômes. Effectivement, puisque si l'Alliance concerne un certain nombre de thématiques, nous travaillons aussi avec d'autres établissements. Il y a à Audencia une forte imprégnation culturelle, j'allais presque dire une forte imprégnation humaniste, au sens que nous mettons la formation de l'homme avant la maîtrise des techniques. Ce qui ne veut pas dire qu'on est négligent sur la maîtrise des techniques. Je crois que la réputation des Audenciens dans ce domaine n'est pas à faire. Mais nous insistons beaucoup sur, encore une fois, ces compétences comportementales, si on veut parler technique, ou sur la culture comme élément de construction de la personne humaine. Et ça nous amène à travailler sur là aussi avec des partenaires peu habituels, des artistes, des écoles de beaux-arts, l'école du Louvre, Boston University dans le domaine du management des arts ou d'autres établissements de cette nature, avec lesquels là aussi nous allons construire des parcours hybridés. Et ça peut nous amener à des domaines intéressants, des expérimentations intéressantes. Nous avons par exemple créé il y a un peu moins de 2 ans un incubateur artistique dans lequel des managers ou des entrepreneurs ou des artistes entrepreneurs cohabitent et créent ensemble. Ça, ce sont des éléments importants. Mais on pourrait parler aussi du design. On a récemment ouvert à l'école un Fab Lab qui est un lieu où les makers peuvent s'exprimer. Parce que je pense aussi qu'il faut que les managers retrouvent le sens du faire, le sens du geste, le sens du fait qu'on a des mains et qu'elles sont faites pour servir. C'est le playground C'est le playground, exactement, c'est son petit nom. Le playground qui est le Fab Lab de l'école. Et là aussi, c'est une démarche qui est partagée au sein des 3 écoles de l'Alliance, puisque l'école d'archi, bien sûr, a un Fab Lab, l'école centrale a un magnifique Fab Lab, il y en a un à Audencia. Et ces 3 Fab Labs sont ouverts aux étudiants, le nôtre vient d'ouvrir. Et progressivement, cette intégration se fait entre nos 3 écoles. Donc là aussi, c'est un parti pris assez fort
que de renourrir parce que l'on apprend de nos partenaires. Donc ce sont des idées qu'on est allé puiser chez eux et qu'on peut adapter à un environnement qui est celui d'une école de management. Alors, la hybridation des compétences se traduit aussi au niveau de la RSE. Il y a une question de Raphaël justement sur le sujet. Et vous dites que la RSE ne se traduit pas seulement sur le respect de la planète et autres, mais qu'il apporte aussi une valeur d'innovation aux entreprises. Comment expliquez-vous ça ? La RSE, bien évidemment, on l'entend beaucoup actuellement comme il faut protéger l'environnement. Alors c'est exact, il faut protéger l'environnement et faire en sorte, en tout cas, de moins le détruire et d'inverser un certain nombre de détériorations inquiétantes. On l'entend souvent comme il faut prendre soin des gens. Dans les gens, je mets à la fois les collaborateurs d'une organisation, les clients, etc. Mais on l'entend moins, et nous, c'est plutôt notre point de départ, comme la RSE est une source de création de valeur. Le MOOC que l'on a lancé il y a quelques mois, c'est CSR as Value Creation. C'est vraiment l'axe qui est le nôtre. Par la RSE, les entreprises qui se lancent sérieusement dans la RSE, et nous sommes partenaires avec un certain nombre d'entre elles, bien évidemment, le font aussi, parce que c'est pour elles une source d'innovation, de détection de nouveaux marchés, d'innovation produit, d'innovation service, et c'est là que nous retenons. Parce que nous sommes bien évidemment une école de management et que notre promesse, si je veux dire, c'est encore une fois inspirer les nouveaux business models et ceux qui les créent. Et dans cette inspiration des nouveaux business models, nous pensons que la RSE est un des leviers très importants. Donc hybridation d'un côté, RSE de l'autre, et vous mariez ces deux leviers-là et vous avez, pensons-nous, des réponses intéressantes pour, encore une fois, passer les caps d'incertitudes, de difficultés économiques dans lesquelles nous nous trouvons. Alors, Marc dit qu'il n'a pas l'impression qu'Audencia soit très visible à l'international. Vous venez de parler de partenaires internationaux de haut niveau, d'ailleurs de très haut niveau à l'international, donc vous démontrez le contraire, pardon. Mais justement, à l'international, d'abord vous allez nous enseigner, d'ailleurs je crois savoir aujourd'hui que vous receviez l'ambassadeur d'Inde dans votre école. Vous avez également une idée très, très arrêtée sur la place des enseignants français qui ne sont pas comptabilisés dans le quota d'enseignants internationaux. Oui, enfin, je l'exprime pas complètement comme ça, mais l'idée est là. C'est-à-dire que, alors, sur Audencia, établissement international, oui, bien sûr, nous sommes une école dont plus d'un tiers des étudiants sont des non-français dans nos différents programmes. Notre objectif, et nous allons l'atteindre, c'est qu'en 2025, ça semble loin, mais pour une école, c'est une proximité très forte. La moitié de nos étudiants seront des non-français qui seront enseignés en France ou dans nos implantations étrangères. Sur le corps professoral, il est important, il est impératif que pour une école internationale comme Audencia, une part importante du corps professoral soit constituée de professeurs non français. C'est le cas à Audencia, ils sont entre 45 et 50% de notre corps professoral. La limite que je mets, c'est que je pense qu'il y a un seuil sans doute à ne pas dépasser. Alors je ne sais pas bien où il est, ce seuil-là, mais je n'imagine pas qu'un jour à Audencia, il y ait 80-90% de professeurs internationaux. Je veux dire par là, en tout cas en France, je veux dire par là que nous revendiquons d'être une école française. Alors on peut appeler ça la French Touch si on veut, pour une école de management à la française. Et il me semble important que justement ces étudiants internationaux qui viennent en France, ils viennent en France pour être enseignés aussi par des professeurs français. Donc ça, c'est la première limite. Et puis la deuxième, c'est que nous avons des professeurs français qui sont très internationaux. Et la nationalité d'une personne, mais que ce soit, c'est vrai pour un professeur comme pour un diplômé ou comme pour un étudiant, la nationalité n'est pas en soi prédictive de votre plus ou moins grand niveau d'internationalisation. Donc c'est ma petite nuance par rapport à cette recherche forcenée et qui n'a pas que des origines d'efficience pédagogique vers un taux maximum de professeurs internationaux. Je crois qu'il faut raison garder et encore une fois des taux autour de entre 45 et 55% me semblent raisonnables dans le contexte d'une école internationale.
Un parent s'inquiète, vous demande quels sont les atouts de Nantia pour lutter dans cette grande compétition internationale. Et il vous demande quels moyens vous allez mettre en œuvre et si vous êtes suffisamment fort pour surmonter et vous permettre à la fois d'une montée rapide dans les classements internationaux. Il n'y a pas de montée rapide dans les classements qui durent. Il peut y avoir des phénomènes, rapides, ce que j'appelle les optimisations de critères. Ça veut jouer les critères pour être mieux classé. Ça tient un temps, ça ne tient jamais longtemps. Audencia a beaucoup investi ces 4 dernières années. J'ai coutume de le rappeler, nous avons investi l'équivalent de 30 millions d'euros, notamment dans ceux qui font les fondamentaux d'une excellente école. Ce sont les corps professoraux, ce sont les implantations en France, à Paris ou à l'international, le développement du digital, c'est faire en sorte qu'aucune des innovations pédagogiques ne soit étrangère à Audencia. C'est de nouveaux équipements que vous évoquiez, le playground, le Fab Lab, les Fab Labs, etc. Peu importe, donc des investissements qui sont très très forts et qui permettent effectivement à l'établissement d'être en très bonne position pour conquérir des positions dans les différents marchés, dans les différents classements, si c'est ça la question. Donc ce sont les forces intrinsèques de l'école. Ce qui nous rend très, très, très optimistes aussi, c'est encore une fois l'Alliance. Nous avons par exemple progressé l'année dernière dans le classement du FT et nous y faisons désormais classer notre MSI en ingénierie et management. Donc là aussi, en parfait alignement avec cette stratégie d'hybridation qui vise encore une fois et qui colore l'intégralité de l'établissement. Donc oui, bien sûr. Après, la question qui est posée derrière, j'imagine, c'est celle de la taille, de la puissance. L'alliance que nous sommes en train de former, c'est 8000 élèves, c'est 100 millions de budget, c'est 250 professeurs, c'est 250 doctorants. Et ces chiffres-là, qui pour moi signifient modérément quelque chose, parce que vous pouvez être gros et mauvais, et puis vous pouvez être plus petit et excellent. Donc là, notre alliance, d'une certaine façon, et c'est ce que j'explique souvent lorsque j'ai l'occasion de le faire, ça permet d'être gros tout en restant petit. Et c'est important dans le monde qui est le nôtre. Nous sommes une école de management qui sait être agile, qui sait être concentrée et concentrée sur un certain nombre d'objectifs, mais qui en même temps a la puissance d'un grand groupe de parcelles de ses partenaires. Et c'est ça que nous sommes en train de construire, si je puis dire. Justement, à la force de votre projet d'hybridation de compétences, il y a Emma qui s'inquiète de savoir si les entreprises sont suffisamment prêtes à accueillir ces diplômés qui ont manifestement beaucoup de compétences, et si un CV de jeunes diplômés trop garni ne risque-t-il pas d'être écarté par les recruteurs? Est-ce que la force, justement, est-ce qu'ils n'ont pas acquis trop de compétences? Alors, toutes les études montrent le contraire, c'est-à-dire que plus le parcours d'un diplômé qui sort de nos écoles, et c'est vrai pour les archis, les ingénieurs et les managers, a emprunté des voies hybridées, et plus il va être recherché par les entreprises. Et si on parle chiffres, il va avoir un salaire de sortie en premier emploi qui va être supérieur à celui d'un étudiant qui n'aura fait qu'un parcours futile d'excellence. Donc je crois au contraire que les entreprises sont très avides de tous ces parcours. On peut même rajouter que la force de cette hybridation, c'est qu'elle se fait et elle s'imagine, elle s'invente dans le cadre d'un pilotage avec des entreprises. Et c'est d'ailleurs avec elles que nous sommes en train, et il sera prochainement rendu public, de mettre en place un observatoire des métiers du futur. Puisque par définition, en travaillant à trois, en défrichant avec les entreprises des domaines nouveaux, on voit émerger des métiers qui n'existent pas. Et ça, c'est tout le paradoxe des écoles. Et c'est pour ça que nous pensons que nous sommes mieux armés. Nous formons des gens, des jeunes filles, mais parfois des personnes plus expérimentées, pour des métiers dont nous savons encore plus qu'hier qu'ils n'existent pas. Et donc il nous faut aller très très vite et dans toute la mesure du possible anticiper. Donc notre boulot, c'est aussi de défricher et d'anticiper, de savoir à l'avance quelles vont être les tendances dans les organisations, quels vont être ces nouveaux métiers qui émergent. Et pour ce faire, le regard de l'entreprise est éminemment précieux.
Quelques prépas avertis vous posent des questions très techniques. Il y a Olivier qui vous demande, qui sait que vous êtes positionné sur la culture générale, ce qui séduit les préparationnaires. Il vous a permis d'être bien identifié par les professeurs. Apparemment, non, pardon, c'est un professeur parce qu'il enseigne cette discipline lui-même. Continuez-vous à revendiquer l'importance de cette discipline dans le cursus ? Alors absolument, hein, je l'ai exprimé tout à l'heure, c'est pour nous central, c'est-à-dire que le comportement de l'homme demain dans un environnement incertain, mouvant, futile, irrigué de technologie, il doit être assis, il doit être ancré dans une culture très solide. Et cette culture, elle nous vient d'où? De cette richesse que nous avons su préserver, dont les classes préparatoires sont les transmetteurs, et que jusqu'à un certain point encore, le système éducatif français, je parle du collège et du lycée, sait produire. Donc oui, bien sûr, ce qui est une façon de dire que nous continuerons de façon très enthousiaste à ne recruter en première année que sur classe préparatoire, et nous n'avons aucune raison d'en changer. Nous sommes ravis, et au-delà de la qualité de nos étudiants et de leur parfaite adaptation, je lutte en permanence contre cette image trop homogène que l'on veut donner des préparationnaires. Ils sont éminemment divers, bien évidemment. Et dans le même temps, bien sûr, cette force de la culture à Audencia sera maintenue. Je crois que nous avons pas loin de 7 professeurs permanents, dont l'activité principale, que ce soit en enseignement ou en recherche, a trait à la culture. Donc oui, bien sûr, et là je n'évoque même pas mes goûts personnels, ça serait déplacé, mais oui, bien sûr, la culture est très présente à Audencia. Alors, beaucoup de questions tombent sur les classements, justement sur la place que vous occupez cette année, de même pour certains s'interrogent sur Equis. Mais je crois savoir que vous avez quelque chose à annoncer. Oui, parce que je viens de recevoir cet après-midi, je ne pouvais pas l'annoncer jusqu'au 31 mars, et donc désormais je peux le faire. Nous venons d'obtenir ce qui est bien normal pour nous, la réaccréditation de l'AICSB, qui est un des grands organismes internationaux d'accréditation, pour 5 ans, ce qui est la durée maximale et sans aucune réserve. Ça, j'allais dire, c'est un peu normal pour un établissement comme le nôtre, même si ça nous fait plaisir. Ce qui est très intéressant, c'est que l'AICSB, donc les auditeurs non français qui sont venus nous auditer, ont souligné la pertinence et l'adéquation de la stratégie que nous développons. Et ça pour moi, c'est très encourageant et enthousiasmant même, puisque, j'allais dire, les plus experts, les plus avancés de nos pairs, de ceux qui nous ont évalués, nous donnent des signaux de grande satisfaction quant au progrès fait par l'école et quant à l'excellente adaptation de cette stratégie. Donc on rendra bien sûr tout ceci public dans les jours qui viennent, mais cette émission me donne l'occasion de faire un scoop avec Sudirama, donc j'en suis ravi. Dernière question, une question de Magali qui vous demande si vous allez conduire Audencia au changement de statut pour qu'elle devienne une ESC comme HEC prévoit de le faire. Alors, là aussi, au risque de paraître prétentieux, nous sommes beaucoup plus en avance qu'HEC au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire qu'HEC est encore un service géré par une chambre de commerce, celle de Paris. C'est le cas d'un certain nombre d'écoles françaises encore. Et HEC a pu connaître un formidable développement puisque les chambres de commerce ont su et savent encore diriger des écoles de management et en faire des champions. Il se trouve qu'Audencia est autonome depuis très longtemps, sous une structure associative, et donc ce statut qui a été taillé sur mesure pour permettre l'autonomisation d'établissements d'enseignement consulaire afin qu'ils se dégagent d'une tutelle consulaire qu'ils ressentaient comme étant trop présente, ne nous concerne pas puisque nous avons déjà cette grande autonomie. Au sein du conseil d'administration, il y a une grande diversité d'acteurs à Audencia, des diplômés, des étudiants, j'ai dit, professeurs, collaborateurs, mais surtout des chefs d'entreprise, la chambre de commerce n'occupant que 3 sièges sur 18. Donc on est déjà à des étapes d'autonomie et qui sont très très fortes, ce qui bien sûr n'empêche pas que la chambre de commerce demeure à Nantes un partenaire absolument indispensable de l'école. Ce live touche à sa fin. Je sais que beaucoup d'internautes nous ont posé des questions en dernière minute. Nous tenterons d'y répondre peut-être dans une prochaine émission. En tout cas, merci Monsieur Franck Vidal d'avoir répondu en toute transparence. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir répondu aussi aux questions des internautes et de la rédaction de Sudirama. Pardon de n'avoir pas pu répondre à tous ceux qui se sont déchaînés en fin d'émission. Merci et à très très vite sur un live Sudirama TV.